Bonjour, donc je vais faire une étude de l'Université de La Réunion. Également, je suis impliqué dans le projet Océan Métis en tant que responsable scientifique. Et donc, durant cette semaine, on a souhaité effectivement avoir une journée consacrée au risque requin. L'idée étant de recontextualiser ce risque dans un contexte de développement d'une stratégie maritime. Par ailleurs, j'ai travaillé sur le risque requin, et notamment ce que je vais présenter aujourd'hui. Il y aura deux parties. Une première qui va être consacrée à la présentation d'un article qui a été publié dans la revue Scientific Report. C'est la première présentation publique de cet article que je fais là, qui portait sur une modélisation de la probabilité d'attaque. Et une deuxième partie qui sera consacrée à la façon dont la société réunionnaise a vécu ce risque et la façon dont elle perçoit les politiques publiques de gestion de ce risque. Donc, je commence par la première partie. Donc, pour les scientifiques étrangers qui nous font l'honneur de nous visiter, une petite remise en contexte de l'île de la Réunion, une côte au vent, une côte sous le vent. Il pleut de l'ordre de 5 mètres par an sur la côte au vent. Et côte sous le vent, on a moins de 1 mètre. Ça a permis le développement d'un récif corallien. Et on a une urbanisation et environ un peu plus de 850 000 personnes qui vivent à La Réunion. Première étape, il a fallu récolter de l'information sur les attaques. On n'est pas parti de rien, il y avait déjà des études qui avaient été réalisées. Simplement, on a réalisé une exploration des données, notamment de la presse. On a réalisé des interviews pour décrire ces attaques, ces événements. On les a également cartographiés avec, moi je suis surfeur par ailleurs, donc, et avec d'autres personnes, on avait une connaissance des spots de surf, donc on a pu aussi localiser à plus ou moins 100 mètres, plus ou moins 10 mètres suivant les attaques, les sites. Et on a réalisé une cartographie des événements d'attaque entre 1988 et ici 2016, avec une évaluation par spot de surf du ratio entre le nombre d'attaques et la fréquentation. Je vais développer ça un petit peu après. Beaucoup d'attaques effectivement sur la côte ouest récente. Première question, c'était donc quelle est la population qui est exposée au risque? Évidemment, à La Réunion, c'est principalement les surfeurs. Ils sont en vert sur ce graphique-là. Et on voit effectivement la fréquence des attaques qui augmente. Et la première question était de savoir est-ce que cette augmentation de la fréquence des attaques est indépendante ou pas du nombre d'usagers. Donc on a cherché à mesurer ce nombre d'usagers. On l'a fait parce qu'on avait la chance d'avoir une collègue qui réalisait son doctorat sur le comptage des usagers de la mer, et en utilisant par ailleurs les données notamment de la Ligue de surf, puisqu'on s'est concentré sur l'activité surf, on a reconstruit une courbe d'évolution du nombre de surfeurs à un instant T à La Réunion. Donc on voit ce nombre qui augmente avec des paliers successifs qui sont liés à l'histoire du surf, notamment à l'organisation de compétitions internationales. Et à partir de 2011, on constate une chute évidemment rapide du nombre de surfeurs qui est divisé par 10, et c'est une chute qui prend 2 ans quand même pour se produire. Et à droite, ce que vous voyez, c'est tout simplement le ratio entre le nombre d'attaques et la population de surfeurs. Donc ça fait une espèce de U, avec un risque qui diminue dans les années 80, qu'on attribue, nous, à un apprentissage. On a surfé partout au début. Puis, on a compris, a priori, que le risque était élevé sur la côte est, qu'il était moindre sur la côte ouest. À ce moment-là, l'effort de surf se concentre sur la côte ouest, jusqu'en 2011, où là, on a clairement une probabilité d'attaque qui décolle, indépendamment, donc, du nombre d'usagers de la mer. Donc la conclusion, c'est que oui, il y a bien eu une augmentation de la probabilité d'attaque sur La Réunion, en particulier sur la côte ouest. Les données de fréquentation, il fallait les valider par ailleurs avec une mesure indépendante. Et là, tout simplement, moi j'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé les fabricants de planches de surf qui m'ont indiqué, il y en avait 11 sur la période, qui m'ont indiqué à peu près le nombre de planches qu'ils vendaient par an. Et puis on s'est rendu compte que notre courbe d'évolution du nombre de surfeurs, effectivement, il y a une bonne corrélation avec une mesure indépendante, parce que c'est une démarche scientifique,
qui était le nombre de planches de surf vendues par an à La Réunion. Donc on avait validé comme ça la courbe d'évolution de la fréquentation. Se posait ensuite la question des conditions d'attaque. Donc on a exploré un certain nombre de... on a mesuré, décrit des paramètres environnementaux associés avec des attaques. Quelle heure, quelle saison, quelle turbidité, pour autant qu'on pouvait le savoir, etc., etc. La température de l'eau, la profondeur. La difficulté étant ici qu'on décrit un événement qui résulte d'une interaction entre deux entités qui ont leur comportement propre, le surfeur et le requin. Donc l'événement, c'est à un moment donné la superposition dans le temps et dans l'espace de ces deux entités-là. Se poser la question évidemment de savoir si on pouvait modéliser, prévoir, on va dire, les attaques. Pour ça, il faut se poser la question, la manière de poser la question, c'est de savoir est-ce que les conditions d'attaque diffèrent des conditions de non-attaque. Et pour avoir les conditions de non-attaque, il faut des séries de données complètes sur la période. Et on ne l'avait pas pour toutes les variables, donc on s'est concentré sur l'heure, la saison, la température de l'eau, entre autres. Et on a construit un modèle à partir de nos données couvrant la période 1988-2016. Donc il faut imaginer, vous avez des attaques et vous devez construire, en gros, une fonction mathématique qui permette d'approximer à peu près le jeu de données que vous avez. Donc c'est de la modélisation a posteriori. Et l'intérêt du modèle qu'on a fait, c'est que ensuite, une fois qu'on a réalisé ce modèle-là, on peut l'interroger et le pousser dans ces conditions limites. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout simplement, là, ce que vous voyez, c'est une augmentation de la probabilité d'attaque à partir de 2016, et j'insiste, indépendamment ici du nombre d'usagers. On a fait deux explorations de ce modèle. La première, j'ai cherché à voir quel était le rôle du substrat. Donc ici, on parle de la côte ouest en rouge, et de l'autre côte, ici en gris. On voit que sur la côte ouest, on avait un risque qui était à peu près nul, il était nul. Et vraiment, ce qui explique l'augmentation de la courbe à partir de 2010, c'est clairement l'augmentation du risque sur la côte ouest. Voilà. Donc déjà, un premier élément de réponse, en tout cas pour caractériser ce signal qu'on observe. Et ici, ce que j'ai souhaité faire, c'était une forme de table du risque pour permettre aux usagers, entre autres en particulier les surfeurs, d'avoir une table de lecture sur la période 88-2016 des conditions qui sont plus ou moins risquées. Et on s'est rendu compte que, a priori, sur la période 88-2016, il était 2 fois plus risqué de surfer l'après-midi que le matin, et que par ailleurs, l'augmentation, la probabilité d'être attaqué, elle augmente quand il y a une chute rapide de la température, donc clairement quand il y a un signal saisonnier. En particulier, on va parler ici d'une rentrée, notamment dans l'hiver. Voilà. Donc je ne rentre pas du tout moi, dans les éléments explicatifs, je pense que c'est à relier avec les travaux, les observations, notamment du programme de pêche. Voilà. Donc ça c'est pour la première partie. Vous remarquerez évidemment que je ne rentre pas dans les facteurs, il y a beaucoup de débats, j'ai personnellement aucune certitude. Sinon que beaucoup de choses ont changé en même temps sur cette île. Voilà, évolution des stocks de pêche, évolution de la température. Voilà, j'ai aucune certitude dans la matière. Alors, je vais maintenant passer... c'est une publication que vous pourrez trouver en ligne sur le site de Nature Scientific Report. C'est en anglais, et on a également fait une traduction en français avec l'aide du CRA qui est accessible en ligne sur leur site web. C'est à peu près compréhensible.